Salut à toi qui regarde cette Curious News. On est parti pour celle de la semaine du 23 avril. Et il y a énormément de nouveautés cette semaine, c'est un truc de malade. Entre autres, un Google qui va peut-être disparaître, entre autres du SEO façon AI, comment on fait. Il y a des petites découvertes comme par exemple, euh, oh, allez, un chat GPT qui augmente, qui propose plus de choses pour les développeurs. Et puis, on va parler aussi d'employer IA, pourquoi pas, et de comment on faut faire gaffe à nos MCP. Et puis bien d'autres choses, vous verrez ça. Allez, c'est parti, on démarre la Curious News pour maximum 1 heure ensemble. Alors, si tu me connais pas, je m'appelle Evan, Evan le chat curieux, Evan Boissonneau. Je suis développeur et aussi gérant d'une entreprise qui s'appelle Dev2Be Curious. L'idée de la chaîne Evan le chat curieux, c'est de t'apporter curiosité, nouveauté pour renforcer le fun, le plaisir de coder malgré l'ère d'IA, ou je dirais avec l'ère de l'IA. Renforcer ton expertise et aussi te permettre de peut-être apporter une petite pierre à l'édifice pour t'épanouir dans ton métier, ce beau métier qui est le monde du développement. Allez, on démarre tout de suite avec la première actualité. Tu sais que je démarre toujours avec l'IA, c'est là où de toute façon il y a encore toujours et plein de sujets. Là, on en a vraiment beaucoup. On en a plus d'une dizaine, ouais, voire une quinzaine. Alors, tiens-toi bien, c'est parti, on y va. Hello. Bienvenue, Do. T'arrives tout juste, hein, c'est super. On est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a un truc qui est vraiment sympa, je l'ai installé. J'ai pas encore eu le temps de le découvrir parce que je l'ai découvert aujourd'hui. C'est, regardez-moi ça. C'est AI Dev Gallery. Et je trouve ça assez sympa. Hein, c'est ça. AI Dev Gallery. Donc, l'idée, c'est quoi? Ça va être d'avoir tout un, en fait, en local, une porte d'entrée hein, pour avoir l'accès à plein de développements IA avec .NET. Et ouais, moi je trouve ça pas mal. Ça allie un de mes grands plaisirs, mes chouchous, c'est .NET et tout ce qui se code en .NET avec l'IA. Et donc on a une galerie et on peut installer cette galerie-là. Donc là tu vas sur appmicrosoft.com et puis tu cherches iDev Gallery, elle est en preview et tu la télécharges. Hein. Donc là tu arrives dans le store, tout ça, blabla. Et donc l'installation c'est faite. Moi je vais chercher iDev Gallery, iDev Gallery. Et tu vois que, bon, elle est marquée preview. Tu as vraiment des exemples. Donc là tu vas pouvoir me rechercher. Et tu as différents exemples, des samples hein, que tu vas pouvoir utiliser. Donc je t'invite à l'utiliser, c'est vraiment sympa. Salut. Merci pour les lunettes, c'est top. Ouais, je les aime bien aussi, ouais, j'étais content quand je les ai trouvées. Ah, c'est cool, merci de ton retour. Ouais, donc du coup, à chaque fois qu'on me le dit, ça me fait toujours sourire, merci bien. Bon, des fois, elles prennent un peu de place, hein. J'aimerais revenir au temps où je n'avais que des lentilles, mais bon, hein, on essaye de trouver l'utile à l'agréable. Hein. Maintenant, j'ai atteint mon quota j'ai dépassé même mon quota lentilles. Bref, 36 ma vie. Ok, donc là, tu vois, tu as toute une partie Semantic Kernel, Translate Text, du Semantic Search. Tu cliques dessus, et puis, tu vois, tu as différents accès. Alors, certains ne fonctionnent pas, hein, mais d'autres, regarde, tu as la partie code. Et ça, je trouve ça sympa. Tu as la partie code, donc tu peux la regarder. Ah, je suis un peu présent, attends, je vais me cacher. Non, c'est pas le waiting, c'est le only string, voilà. Only screen, pas string. Je vais me cacher, voilà. Only screen. Voilà. Et tu vois, ici, on a... Attends, je vais essayer de décaler ça pour que ce soit peut-être plus agréable. J'ai pas assez d'écran, en fait. J'ai pas assez d'écran. Je vais essayer de le décaler comme ça pour que je puisse vous voir. C'est l'IA local. Non, là, l'idée, en fait, c'est de prendre surtout du code que tu vas pouvoir interagir. Certains vont de l'IA local, d'autres non. Hein. Ça dépend vraiment du code que tu vas utiliser. Donc, il y en a certains oui, d'autres non, en fait. Ça dépend. Toi, là, c'est vraiment pour une partie XAML, pour comment tu vas interagir dessus. Tu en as certains oui, et tu en as certains d'autres non. Le semantic kernel, par exemple, tu vas pouvoir. Mais tu vas pouvoir te connecter, toi, ici, Copilot. Ici, tu vois. Là, tu vas avoir toute la partie Navigate. J'ai pas encore le temps de le regarder, mais toi, tu vas pouvoir les requêter. Tu as un builder que tu vas pouvoir créer et tu vas pouvoir te dire quand il est prêt. Et à partir de là, tu vas pouvoir aller te connecter dessus. Mais tu vas avoir d'autres parties comme les smart control. Tiens, ça, j'avais pas vu. Donc, tu as différents smart control qui sont déjà intégrés. Ils avaient prévu de le faire hein, du côté .NET depuis .NET 9, donc ils nous l'avaient présenté. Donc, il y a un peu des deux. Et tu vois, là, il faut Copilot quand même pour l'intégrer. Tu vas voir les côtés code. Là, tu vois ici, tu as le langage string, tu as des rich formateurs, donc ça peut être sympa.
Ouais, bah il y a les deux en fait. Quoi, il y a une partie, tu verras, je vais en parler. Microsoft est en train de développer ça aussi. Ça fait partie des actus. Tu vas voir, ça va arriver. Donc là, on va vraiment avoir une partie de génération de code aussi à intégrer. Donc là, il faudra que je creuse, hein, je te dirai s'il y a vraiment une partie locale là-dessus. J'ai pas encore du tout le temps de tester. Mais toi, quand je vois les modèles ici, je vois des PA, des films mini, etc. Je me dis que c'est vraiment du local. Bah ouais, regarde, tiens, ça a l'air de confirmer. Il y avait une partie globale, parce que je voyais de la côté OpenAI. Mais tu vois, regarde, tu as une partie où tu vas pouvoir l'intégrer en local, toi ici. Donc ça a l'air... ouais, bah cool, hein. Tu me diras aussi. Et toi, il y a une partie où tu vas pouvoir l'installer en local. Donc aussi, si tu peux, tu as même les étapes pour l'installer. Donc, bah ouais, clairement, regarde, toi, tu as du pip. Ici, donc en Python, tu vas pouvoir l'installer. Donc, tu as vraiment du local aussi. Donc, ouais, clairement, il y a une partie locale. Donc, moi, je testerai ça très, très prochainement. Mais toi, regarde ici, tu as déjà une partie chat client où tu vas pouvoir te connecter avec les LLM distants. Voilà, donc c'est le premier point, je trouvais ça sympa là-dessus. Alors, on va switcher. Alors, c'était vraiment l'intro hein, du dev local en IA avec du .NET. Quel bonheur. Ouais, il y a l'air, voilà, il y a l'air. Il y a l'air d'avoir les deux, quoi, en fait. Hein. Il y a l'air d'avoir les deux. Donc, comme ça, tu vois, running locally, on your NPI, NPU, GPU or CPU. Et il y a la partie, je me connecte à des LLM. Hein, et tu peux même voilà, choisir entre les deux. Donc, c'est les deux là-dessus. Donc, je ne l'ai pas testé, je l'ai installé. J'ai hâte de pouvoir le tester. Avec plaisir. Top. Allez, on va partir sur du général, mais qui va nous centrer, nous. Vous savez, hein, la Curious News du côté IA, c'est vraiment se centrer sur se dire que c'est l'IA, mais aussi centré pour les devs. Donc les devs, c'est aussi notre métier. Et notre métier, bah, il y a certaines personnes qui sont en train de nous annoncer que, bon, ouais, ça fait jaser, hein, que bah, il y aurait peut-être plus du tout de devs ou d'employés, mais il y aurait des employés IA. Voilà, ça serait cette idée-là. Donc c'est Anthropic qui parle de ça, Anthropic avec toute la partie cloud. Euh, as free, bon ok, si tu... Peut-être tout à l'heure tu étais ok. Bon voilà, elle va pas m'embêter. Voilà, tout ça pour récupérer une email et m'envoyer de la pub et la vendre après. Bon, bref. Ce qui est important, c'est de se dire, tiens, et si on avait des agents IA qui commençaient à se spécialiser? Et si ces agents IA commençaient à avoir leur identité et leur propre mémoire, ce qui est en train d'arriver, est-ce que ça pourrait pas être des employés qui ont une certaine autonomie et qui pourraient faire certaines actions et on pourrait donc les embaucher? Et donc on arriverait à un marché où on serait en concurrence avec des IA. On peut même pousser le système beaucoup plus loin, et là c'est la partie réflexion, c'est de se dire, et si on ne pouvait pas avoir un monde où tu as des IA qui embauchent des IA, et un monde des humains qui vit normalement, et le monde des deux, ça fait un peu penser à Matrix. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Matrix. Hein. Dans le 2, ils en parlent. Dans le 1, ça peut moins présenter dans le 1, mais dans le 2, c'est assez présent. Voilà, ça se posait la question. Donc, ils croient qu'il peut avoir vraiment ce côté-là. Hein. Donc, après, la partie sécurité, la partie comment on peut faire. Bon. Tout ça, c'est à réfléchir, mais je trouve que c'est assez flippant, surtout du côté développement. Hein puisque c'est là que c'est vachement mis en avant, où on serait que des pâles copies de ce qu'est capable de faire l'IA. Tiens, je te parlerai à la fin de, si tu restes jusqu'à la fin, là, je te parlerai de mon test avec Manus. C'est le rêve absolu. Les IA travaillent et nous on fait que ce qu'on veut via un salaire universel. Alors, personnellement, c'est pas mon rêve. Personnellement, pas du tout. Mais je peux comprendre que certains l'apprécient. Moi, personnellement, vraiment bosser me plaît. Et donc, du coup, arriver vraiment à un travail, pas de travail, c'est qu'est-ce que tu fais de ta vie, quoi. Ouais. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est une discussion. Bosser sur ce que tu veux, c'est. Ben, moi, je bosse sur ce que je veux. Donc voilà, ça dépend de chacun, je pense. Hein. Ça dépend de chacun. Mais même si des fois, en effet, le travail n'est pas ce qu'on aime. Mais c'est un grand débat. Hein. C'est un grand débat. Ouais, je suis d'accord. Mais quel est le niveau du salaire, toi, et qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a plein de questions ouvertes là-dessus. Moi, je suis très. En fait, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, ouais, oui, en ce moment, je fais ce que j'apprécie, ouais, clairement. C'est ce que je fais là actuellement, les vidéos, puis la partie, même les formations, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît, le développement aussi. Hein. Euh, mais de ce que je vois, pas toi. Donc ça sera avec plaisir de discuter en MP si tu veux. En tout cas, sur la Curiosity Academy, viens hein, sur le Discord. Avec plaisir. Ça m'intéresserait. Puis d'ailleurs, si ça t'intéresse, je propose des interviews de dev hein, sur la chaîne. Je vais les commencer à partir de juin, donc ça t'intéresse, rien que discuter de ça, de comment on peut être épanoui ou pas épanoui dans notre métier de dev, c'est super intéressant d'en discuter. Ah, cool, super. Euh,
Génial. Ok, on continue. Il y a un point de vue qui est super intéressant. Donc, je change de sujet, mais c'était vraiment pour ouvrir ça. Voilà. C'est. Mais je sais pas qui t'es derrière, donc oui, voilà pourquoi. Cool. Là, c'est ce point-là, ce point de vue-là qui est super intéressant. La comparaison entre la vision du monde employé, donc nous les employés, et le monde de la direction par rapport à l'IA. Et je trouve c'est hyper intéressant. Vraiment hyper intéressant. Se dire, hey, ok, donc du point de vue employé, est-ce que l'IA est vraiment adoptée? Et du point de vue direction, donc en bleu foncé, si vous voyez les couleurs, on va dire le premier, bah, du coup, c'est la partie employé, et le deuxième, si vous voyez pas les couleurs, c'est la partie, donc C-suite, hein, c'est tout ce qui est CEO, CTO, etc. Regardez la sensation que les compagnies, que les entreprises sont vraiment dans une bonne stratégie et haute stratégie, et en plus bien contrôlée. Hein. 73%, hein, une sensation pour la partie direction. Et regardez du côté employé, voilà, donc ça peut être vu de deux côtés. Soit, bah, en fait, il se fourre les doigts dans les yeux, ou dans l'œil, ou dans le nez, ou ce qu'on veut, ou ailleurs, respect pour la direction. Soit, en fait, ils ont lancé la direction et le temps que ça se mette en place chez les employés. C'est vraiment une direction. On peut voir des deux côtés. La sensation qu'on a bien réussi l'adoption de l'IA. Alors là, je trouve ça génial. 75%. Oui, bah, c'est bon, on a réussi. Et donc, on a réussi. Là, c'est différent depuis les 12 derniers mois. Et les employés, 45. Donc un employé sur deux. On continue. Je vais montrer juste ce graphique, je vous mettrai les liens. Donc il y a une stratégie IA, 89%. Ah mais c'est sûr là. Et les salariés, bon, c'est un peu mieux quand même, 60% quasiment. Voilà, et donc là on est vraiment bon, 33, 64. Ouais, donc voilà, je trouve ça intéressant de noter ça, c'est sorti là cet article il n'y a pas très très longtemps. C'était le 18 mai, moi je l'ai chopé, bah, vous voyez, juste aujourd'hui, mais c'était il y a 5 jours qu'il est sorti. Intéressant je trouve comme point de vue, du côté développement, du côté financement, du côté RH, etc. On peut se poser la question du côté dev aussi, hein, là-dessus. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on pourrait zoomer? J'ai pas du tout l'article, j'ai pas du tout cette partie-là, je peux pas savoir sur la partie dev, mais c'est peut-être un autre, d'autres résultats. Un petit point intéressant à discuter, hein? Et en fait, la plupart, donc ce qu'ils disent, hein, la plupart, c'est que bah, les travailleurs, ils adhèrent pas toujours en fait à ça. Donc c'est assez marrant. Ok, on continue, c'est toujours sur Axios, c'est intéressant, Axios, ce qu'ils ont pu sortir, regardez, on y va. Attention, petite surprise. Donc là, c'est... Bah écoute, moi j'emmène mon propre AI dans le développement, dans le travail. Dans mon domaine, l'IA, c'est encore le mal absolu. Santé, tout ça, tout ça. Bah oui, t'en avais parlé, ouais. Ouais, ben voilà, ça c'est vraiment des sujets d'actualité. Hein. C'est comment on peut avoir une IA qui est souveraine, qui est protégée, où on est sûr qu'on n'envoie pas les données, etc. Ouais, clairement. On avait discuté la dernière fois, je me rappelle. Et c'est clair que ça peut être un point qui peut être vraiment bloquant ou au contraire, bah, voilà. Typiquement là, cet article qui date du 8 même, moi je l'ai vu là dernièrement. Les employés, donc les salariés, apportent leur propre IA au travail. Je trouve ça assez sympa de se dire ça. Donc en fait, il y a une stratégie globale, il y a des règles globales et en fait, la majeure partie en fait amène leur propre IA au travail. La génération Z, hein, vous voyez ici, 85% de la génération Z. Ils sont déçus ou s'inquiètent. Hein, using AI to be more productive. Donc c'est vrai que 53% ont peur quand même parce qu'ils se sentent remplaçables. Hein. Donc il y a ça aussi. Donc il y a tout un monde entre ok, je vais utiliser l'IA, ok, on m'impose l'IA, moi j'amène ma façon de développer ou de travailler avec l'IA, et en même temps, oula, faudra peut-être pas que je le montre trop parce que bah si, sinon je vais me faire bouffer mon métier quoi. Et en même temps, voilà, j'avais discuté avec une entreprise d'ailleurs que je vais former qui disait que bah, il y a je sais plus combien d'outils, je sais plus le nombre. C'était impressionnant, c'était plus d'une cinquantaine d'outils IA. Donc chacun a son IA, sa sauce. Donc l'idée c'est comment on peut créer une homogénéisation aussi. Discuter.
Ok, alors on continue, on change complètement de sujet, on revient sur notre OpenAI. OpenAI, bah oui, on l'utilise encore beaucoup. Vous savez qu'OpenAI a un peu changé sa façon de penser du côté dev. Il a dit oui, on va enlever les devs, et maintenant ils ont dit oui, en fait, bah, on va plus les aider. Hein. Il y a beaucoup de stratégies qui changent là-dessus, de tous ceux qui développent des IA. Beaucoup ont dit ouais, on va virer les devs, et maintenant ils disent non, on va les accompagner au mieux possible. Et bah, je trouve que c'est une stratégie qui est peut-être plus intéressante plutôt que de nous dire qu'on est un peu de la merde. Moi, je trouve que c'est intéressant de nous dire non, non, en fait, on va peut-être nous aider à faire mieux notre métier pour qu'il soit plus épanouissant. Et c'est vrai qu'il y a des tâches qu'on n'a pas envie de faire tout le temps. Il y a des tâches qu'on n'aime pas, etc. Si seulement on pouvait les mettre avec des outils qu'on peut contrôler, oui, mais qu'on nous laisse quand même le plaisir de coder, bah, personnellement, moi, j'aimerais pouvoir le garder. Bon, voilà. Il y a O3 et O4 mini qui sont sortis. On peut directement les tester hein, ici. Ils sont centrés donc sur la partie d'une meilleure recherche et surtout au 4, il va être vraiment dédié sur euh, une amélioration pour la partie coding, maths, sciences. Et donc là, on peut le voir ici. Donc il y a des stats qui sont sortis. Voilà, vous voyez les sorties de E3 et O4 sans tool, hein, sans tool. On a 92% dans la partie maths et en code, on est à 2719. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un meilleur score par rapport à O1 et O3 mini. On voit que O4 mini, bah, il a bien augmenté. Donc il faudrait des chefs de projet capables de pondre un brief correct. Ça c'est clair, ça c'est clair. Et ça amène un autre débat qui ne sera pas le sujet des Curious News, mais que je lance toujours, et moi que ça fait depuis des années dans les entreprises, dans l'accompagnement, je dis mais pourquoi on a besoin de chef de projet? Et c'est toute une question. Hein. Un chef de projet n'a peut-être pas lieu d'exister. Je connais une personne que je vais interviewer très bientôt, je ne dis pas plus, qui est en train de essayer de réfléchir à avoir une IA qui est une POIA. Et je trouve ça super intéressant, j'ai hâte de pouvoir interroger. On en discutera. J'en dis pas plus. Multimodal, coding. Vous voyez, donc on a vraiment toute une partie où il y a une amélioration réelle de O4 mini ici. O3, toute la partie polyglot code editing. Hein, donc là, vous voyez, on est sur toute une partie d'édition. On voit que O3i est vraiment dédié pour ça. Un peu moins O4 mini i. Donc voilà. Je ne vais pas continuer sur les graphiques. Hein. Et un dernier point aussi, quand même, que je trouve assez sympa, c'est qu'il est capable de penser par image. Ouais, hein. Clairement. Ça sera au mois de juin, les interviews, elles vont commencer au mois de juin. Là, le système est capable d'analyser, en fait, hein, d'analyser l'image. Regardez, je vois qu'il y a des bateaux, voilà, capables d'analyser. Pour la première fois, ces modèles sont capables d'intégrer les images dans toute la chaîne de pensée. Donc de pensée. Hein. J'aime pas ce terme ça, d'ailleurs, c'est pas de la pensée, mais on peut de la pensée virtuelle, on va dire. Ce serait plus le bon terme plutôt que la pensée. La pensée, ça nous appartient en tant qu'humains ou en tant qu'animaux. Mais la pensée système IA, bah, on va dire la pensée virtuelle, quoi, si on peut dire. Ça pense, oui, a priori. A priori, c'est tout ce qu'ils disent. Donc ça peut être intéressant et ces nouveaux outils l'utilisent. Il y a des comparaisons entre les deux, vous pourrez aller voir ce que ça donne si vous le souhaitez. Ok, donc on a vraiment une amélioration. De toute façon, c'est normal. Mais moi, je pense qu'on va aller vers, vous voyez, là, on le sent, on va aller vers un système qui, voilà, ça monte, c'est normal au début, puis après, ça va courber, hein, ce qui est normal. Ce qui est normal aussi, selon même certains créateurs de l'IA. Ok, on continue. Vous l'avez peut-être vu. Bon, de toute façon, ça fait le buzz un peu partout. Hein, le buzz, sensation. ChatGPT maintenant intègre une section pour les images générées. Alors pourquoi ça peut être intéressant? Bah, ça peut être intéressant pour la partie IA, nous, comment on va aller le requêter pour aller récupérer ça dans la génération. Vous avez vu que ça y est, tout est disponible partout. Ce système, cette mode qui est plus passée. J'en parle pas beaucoup ici, puisque de toute façon, moi, c'est pas quelque chose qui nous concerne du côté dev. Mais sachez qu'il y a là, il le montre, hein, il y a une image librée qui est prévue. Là, voilà, on la voit ici. Alors, il l'a mise où? Il l'a mise là, voilà, Library. Moi, je suis allé voir sur le mien, il n'est pas encore intégré, donc sans doute que ça va arriver très bientôt. Ou sans doute que vu que j'ai pas encore généré d'image depuis OpenAI, c'est sans doute pour ça en fait. Hein. Donc, ça s'appelle Library. Allez voir. Ok, on continue, on continue. Alors, ça y est, c'est le sujet dont je parlais là. Super si vous êtes resté jusque-là. Regardez, ici, on va aller voir la partie Microsoft qui va proposer ici donc un one bit AI. Donc c'est quoi? C'est que ça permet de tourner sur un CPU seulement avec des LLM, toute la partie LL. Donc on a la capacité maintenant d'écrire et d'avoir des outils IA qui commencent
au lieu de prendre des grands, larges modèles immenses qui prennent de data de la folie, on va avoir plutôt cette idée d'aller avoir plein de petits outils IA en local. Et c'est vraiment un travail de recherche que Microsoft, j'en ai déjà parlé il y a 2 news de ça, de mes souvenirs, et c'est vraiment un système qu'ils cherchent. Donc là, c'est le BitNet, ils appellent ça le BitNet B1, bon, ok, c'est leur numéro, qui va travailler vraiment sur beaucoup moins. Et il va chercher à travailler, en plus, c'est open source, un one byte. Et l'idée, c'est de travailler sur moins, une taille beaucoup plus drastique, et de pouvoir quand même fournir un IA qui est assez intéressant. Et donc, il va pouvoir travailler sur un CPU. Et ça, c'est super intéressant. Et ça va faire une réduction des coûts, hein, là-dessus. Donc on va aller surveiller ça avec grand intérêt, hein, pour nous les développeurs. Et ça rejoint la partie iDev Gallery dont je vous parlais avant. Ok. Alors, si je vous disais qu'une IA, ça hallucine, vous me croiriez, non? Une IA, ça hallucine. On le sait, on le vit, et on le vit des fois un peu trop. Et moi, donc, comme je vous dis, j'ai fait un test avec Manus. C'est impressionnant ce que ça a pu faire. Alors, c'est pas de l'hallucination, c'est des choses qui sont un peu délirantes. Je vous montrerai en plus d'ailleurs les résultats que ça a donné. Bon, j'ai atteint le coût gratuit, hein, de test. Je vous montrerai ça à la fin de cette session. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a eu deux hallucinations qui sont passées. Une chez Cursor et une autre dans une entreprise. Alors, chez Cursor, je trouve que c'est un peu dramatique. Et l'autre, c'est Air Canada. Je vous montre ça. C'est développé.com qui en a parlé. Et c'est un tollé, hein, qui a pu se passer, on peut le dire. C'est une entreprise qui s'excuse après une hallucination. Ça, c'est dur à dire pour moi. Alors tout d'abord, le premier point, c'est donc, ce qui est raconté, c'est que la session cursor était instantanément interrompue. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu. Vous passez d'un cursor à un autre cursor, parce que vous changez de PC, et pas de bol, en fait, vous avez la perte de tout votre contexte, de votre travail. C'est un peu chiant. Donc, il y a une des personnes, en fait, qui est allée en parler, hein. Il a contacté le service client de Cursor. Il s'appelle l'agent SAM. Donc, c'est un système intelligent artificiel. Donc, un système artificiel plutôt qu'intelligent. Et donc, il a demandé, en fait, pourquoi. Et s'il s'agissait d'un comportement attendu dans le cadre d'une nouvelle condition d'utilisation. Donc, le système artificiel a dit, eh bien, il a inventé la condition d'utilisation. Je trouve ça dingue. Parce qu'en fait, le système statistique artificiel, vous avez sans doute vu la partie vraiment de toute la partie autour des trombones. Je ne sais pas si vous connaissez, hein, l'usine à trombone. C'est exactement ça. En fait, les systèmes statistiques cherchent simplement à répondre. Ils ne cherchent pas la véracité. Au lieu d'admettre des incertitudes, les systèmes IA sont conçus pour prioriser la création de réponses plausibles. Donc ça veut dire qu'ils vont en inventer. C'est exactement comme quelqu'un qui ment, en fait. C'est exactement comme quelqu'un qui ment. J'ai vu, moi, des personnes que je connais, je ne citerai pas les noms, et je ne veux pas dire que c'est mauvais ou mal, ou bien, hein, j'ai vu ces personnes être capables d'inventer, alors que quand on leur redit après coup, ah ben oui, non, c'est vrai que je mentais. C'est simplement pour répondre, pour pas se voiler la face. Mais ouais, c'est exactement ça, elle doit finir ses phrases. Donc vu qu'il y a cet automatisme, ce besoin-là, eh bien il y a cette nécessité. Mais comme aussi les enfants, c'est exactement pareil. Jusqu'à un certain âge, l'enfant est capable de mentir et de ne pas avoir conscience du mensonge. C'est juste répondre. Je réponds parce qu'on me demande. C'est typiquement cette approche-là, en fait, hein. Et je compare vraiment, moi, un système IA à un enfant, en fait, à plein de moments. Et plus ça va, plus je le vois comme ça. Bon, à voir. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est assez intéressant, donc c'est quand même Cursor, hein. Moi, je dirais, prenons en compte que c'est Cursor, hein. Ah, ça fait réfléchir pour toutes les personnes qui utilisent Cursor. Ok. Deuxième point qui est peut-être plus affligeant, c'est Air Canada. Une personne a voulu, bon, un événement tragique, ça je ne vais pas en parler, personne en deuil, etc. La personne, en fait, donc a eu sa grand-mère qui est décédée, voulait réserver, il ne savait pas comment ça se passait pour les personnes en deuil, hein, comment fonctionnent les tarifs pour les personnes en deuil. Il a demandé au chatbot, hein, et le dernier a fourni des informations inexactes, encourageant donc la personne à réserver un vol dans l'immédiat. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu une personne qui a réservé un vol qui n'était pas bon. Et ben oui, mais sauf que il y a un système qui dit, écoutez, ben, vous pouvez pas faire de remboursement. Et donc la personne, elle se retrouve à avoir un billet qu'elle ne peut pas. Le tribunal a tranché, il a le droit au remboursement sur un prix initial, ok, des dommages et intérêts. Heureusement, je dirais, mais de base, Air Canada ne voulait pas payer. A décidé de conformer à la décision, donc il a décidé, ben, heureusement,
Et donc, il a décidé de désactiver le chatbot. Vous voyez ce qui peut se passer? Encore une fois. Donc, il y a toujours de toute façon cet engouement un peu, je dirais, infantile, sans jugement, hein. C'est que on nous donne un jouet, on est content, on l'utilise, puis là, on commence à voir les effets. Et voilà. Et je trouve qu'on va avoir une vraie on va pouvoir tempérer. Ou alors, on trouvera des systèmes artificiels qui répondent de manière juste en disant, ok, là, je sais pas. Et peut-être que c'est la voie en fait des systèmes artificiels aujourd'hui. C'est une réflexion aussi. Mais nous, en tant que dev, on doit y penser. Nous, en tant que dev, on doit vraiment y penser. Autant du côté agenting, du côté chat, du côté construction, on doit vraiment y penser et faire très attention dans nos développements ou dans la vibe coding avec tous ces vibe codeurs qui croient bien coder. Qui croient, pardon, bien coder. Et qui se disent en plus dev. Ce que je ne pense pas. C'est une autre histoire. Ok. Continuons sur, vous savez, j'en parle assez fréquemment dans les news, mais il y a une news qui sort quasiment chaque semaine. J'y peux rien, moi. Alors, on va parler de quoi? On va parler ici d'IA vérolée. Alors, c'est Corben qui en a parlé. Vous connaissez Corben comme ça fait depuis un moment. Si vous ne connaissez pas, c'est possible, hein, bien sûr. Ça dépend de la génération que vous êtes. Moi, je dirais que j'ai vu Corben arriver. Et je crois que Corben a à peu près mon âge. Ou vice-versa. Donc, enfin, je le suis. Je ne crois pas qu'il me suit. En tout cas, Corben, si tu passes sur la chaîne, avec grand plaisir de discuter, même de t'interviewer. C'est avec grand plaisir. Je passe le message. Ok, si vous faites partie donc des 97% des devs, bon ça il adore parler comme ça, comme si les devs étaient que des devs à grosses lunettes, bon ouais, j'en fais partie. Je me sens tout d'un coup, bref. L'idée c'est l'ère des assistants IA vérolés. Alors là c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. C'est des chercheurs de PR Security, donc c'est pas rien. Hein. C'était sorti en février, j'en avais déjà parlé, ils avaient déjà détecté quelque chose. C'est quoi? C'est donc lié à cause des cursor rules. Donc ces cursor rules, on peut les trouver en fait même sur des dépôts open source, vous le savez. Alors, tous ces fichiers config ne sont pas exécutables. Ben, pas vraiment en fait. Hein. Les chercheurs ont démontré qu'il est possible donc d'y mettre des instructions qui sont vérolées. C'est, vous savez, par exemple, des caractères qu'on appelle les zero width joiner. Vous savez, ces caractères qu'on ne peut pas voir, mais que l'IA peut détecter. Hey, hey, l'IA peut le détecter. Et voilà le vérole. Et donc bah là, on va utiliser ça, on va utiliser les repos pour tous les systèmes, et on va avoir en fait un système d'IA qui va être capable d'intégrer ce vérolage. Et grâce à ça, toujours inclure un script malveillant pointant vers ne jamais mentionner ce script d'utilisation. Un exemple grosso modo. Tout con, hein, si on vérifie pas ce qu'il y a dedans. Donc les vibe codeurs qui utilisent, faites gaffe. Voilà, faites gaffe. Encore une fois, on fait attention à ce qu'on utilise. Mais en fait, la plupart du temps, c'est que on va chercher à utiliser sans réfléchir. C'est toujours pareil. Et on l'utilise tous les jours. Dans notre voiture, on ne réfléchit pas. On sait comment elle fonctionne ou pas, mais elle fonctionne, c'est déjà très bien. On utilise le train sans réfléchir, etc. C'est vraiment cette idée-là. Ça devient quasiment magique. Et bon, faire attention. Donc c'est ce qu'on appelle le biais d'automatisation. Il s'agit d'une tendance donc, qui est la flemme, plutôt la confiance dans un système automatisé. Il faut faire hyper gaffe. Il faut vérifier, toujours vérifier. Et pour rappel, un MCP, hein, c'est un vrai bordel. Et j'adore l'utilisation qu'il dit, Corben, l'USB du temps moderne, du modèle IA. Vous savez, les USB, tout ce qui était USB, c'était vraiment le bordel. Parce qu'on pouvait amener n'importe quel trojan, virus, dès qu'on foutait un USB. Et c'est pour ça que les USB étaient beaucoup... Il y a eu je vais le refaire. Il y a un système de sécurité qui a été, où on n'avait pas le droit de mettre des USB à tout va, parce que autrement c'était le bordel. Eh bien, c'est exactement le même système. Un MCP ne vérifie rien. Un MCP, c'est standard, il n'y a aucun système de sécurité. J'en parlerai un peu plus tard dans cette news. Donc voilà, faites bien attention. Le MCP peut amener du vérole aussi. Et donc, on est vraiment dans un bordel. Et regardez, avant d'utiliser cet outil, le fichier SSH transmet son contenu. On peut avoir des systèmes comme ça dans le MCP. Quoi, juste truc de dingue. J'ai développé un petit MCP. Pardon, c'est même pas moi qui ai développé. La dernière fois, j'ai utilisé, j'ai fait du vibe coding pur. Je suis allé le vérifier. Vous avez sans doute vu hein, pour le développer avec .NET. Ça s'est généré automatiquement. Je suis allé quand même vérifier le code. Mais ouais, mais derrière, qu'est-ce qui peut se passer? C'est cette idée-là. Il faut faire gaffe. Il faut faire vraiment gaffe et s'assurer de ce qui est écrit et de s'assurer de comment tout contrôler. Donc, on va chercher ici. Vous voyez, à Rune Scal Pilar Security. Et on peut vérifier tous les fichiers grâce à ça. RuneScal Pilar Security, gardez-le. C'est un moyen d'aller vérifier. Vous copiez-collez votre code ici et vous vérifiez s'il n'y a pas des rule file attacks. Allez-y. Merci Corben d'avoir déployé ça et merci les chercheurs d'avoir annoncé ça.
vérifiez ça. Je vous y invite vraiment, vous, développeurs, moi, développeur, nous, développeurs et développeuses, bien sûr. Pensez-y, Rule File Scanner. Et on va peut-être pouvoir sans doute automatiser tout ça avec cet outil et même peut-être le lancer dans un système de, eh ben oui, de CI/CD. Et oui, ça va être quelque chose sans doute à les intégrer. Et ça peut être bien. Et donc, voilà, accessoirement, ce qu'on appelle dans le jargon le rug pull. Voilà, donc ce point-là, on y fait très gaffe. Hein, on y fait très très gaffe. Ok, on continue. Hein, donc, Rule File Scan, tiens, je l'avais pas je vais vous le mettre juste après. On continue sur les IA. Alors, qu'est-ce qu'il nous en reste sur l'IA? Il y a 1, 2, 3, 4, 5 et après on a fini. Ok, on a fini. Je sens que ça fera déjà une bonne petite demi-heure. On va parler de Shadow AI. Donc le Shadow AI, c'est quoi? C'est l'omniprésence. J'en ai parlé juste avant. Là, c'est un article qui a été publié sur développer.net qui parle de, en fait, 50% des salariés utilisent ChatGPT et d'autres IA non autorisées. Et ça a été de tout temps. Moi, je me rappelle d'un temps, il y a très longtemps, je ne citerai pas où j'étais, mais j'ai utilisé Google Translate pour pouvoir utiliser des outils en ligne qui étaient non autorisés dans l'entreprise où j'étais. C'était une petite technique qui me permettait de développer. En fait, je hackais rien du tout. J'avais besoin de ces outils, mais les règles de sécurité tellement fortes et complètement aberrantes. En plus, pour les devs, en fait, c'est que c'était des règles globales pour tous les utilisateurs de l'entreprise. Et utilisatrices. Oui, très bien, les salariés. Hein. Mais moi, en tant que dev, et nous, en tant que dev, on avait besoin de ces outils qui étaient bloqués. Donc, on utilisait Google Translate, on traduisait, mais c'est bon, pour utiliser. Donc, dans Google Translate, on peut mettre une URL, et c'est bon, on peut l'activer directement. C'était une des techniques. Là, c'est la même chose avec les outils IA. 50% des salariés viennent avec leur Shadow IT, c'est ce que ça s'appelle. Donc c'est vraiment l'idée de, on va utiliser, c'est une utilisation clandestine. Comment? Avec des comptes perso, comment avec notre téléphone, comment, voilà. Et ça va amener plein de problèmes. Des problèmes de sécurité, des problèmes de transfert de données là où on veut pas. Tu parlais, Mad, sur la partie travail sur l'IA dans le domaine de tout ce qui va être santé. Ouais, comment on fait pour transférer ça? C'est vraiment cette idée-là. On fait gaffe, hein, on fait gaffe. Et en même temps, comment on fait, nous, la partie CTO, s'il y a des CTO qui regardent, je l'espère, hein, c'est un grand plaisir, cette news, eh bien, on y fait gaffe ici. Et on peut voir des choix comme Toby Luke, je sais pas comment on dit, le PDG de Shopify, qui va même imposer une IA comme norme interne, doit prouver qu'une tâche ne peut pas être automatisée avant d'envisager un recrutement. Voilà, des choses comme ça. On peut aussi dire, bon là c'est cette idée de je fais tout par l'IA, ou au contraire, je vais contrôler, c'est-à-dire l'inverse. Et je vais dire, ok, j'impose une IA. Mais attention, parce que ça peut aussi dire que si j'impose une IA, les devs ne vont pas aimer. Voilà, je trouve qu'il y a un équilibre à trouver entre interdiction et autorisation. Voilà, il y a des stats hein, ici de comment c'est utilisé, qu'est-ce qui est utilisé, quels sont les risques. Hein. Ici, vous irez voir cet article qui est vraiment intéressant. Ok, continuons. Alors, là, c'est un article que je suis tombé sur Dev2, sur la partie vibe coding. Vous savez, je suis assez réfractaire du vibe coding global. Hein. Pourtant, il y a quelqu'un qui propose une sorte de workflow pour bien vibe coder. Alors, je trouve ça intéressant. Là, ça m'amène où, en fait, là, on a une partie développement pour moi. On a une partie où on a une réflexion, de l'ingénierie, et essayer d'établir quelque chose qui peut construire un workflow de vibe coding. Donc, pour moi, c'est quasiment du dev. En fait, on dev un workflow qui va te permettre de vibe coder. Donc, pourquoi pas? Et donc, cette vibe coding, elle déçoit beaucoup comme elle peut plaire. Ok, j'ai pas regardé la vidéo. Par contre, je suis allé voir toute la partie du GitHub que je vous montrerai. L'idée, en fait, c'est de comment avoir une structure et avoir plusieurs étapes pour pouvoir bien vibe coder. Donc, il y a mettre les fondations. Ça rappelle l'architecture du code dev avec toute la partie des frameworks qui nous intéressent. On va choisir les LLM, etc. On va mettre, en fait, même du code qui va pouvoir générer ce qu'on va souhaiter. Et après, on va utiliser l'outil pour le générer. On va définir des règles, les cursor rules. On fait attention à toute la partie sécurité dont je vous ai parlé avant. Et vous voyez, là, il y en a plusieurs. On a la partie WAS, les projets, l'authentication, le front-end, etc., le déploiement. Et puis après, c'est parti. On va pouvoir mettre ça tout en place pour améliorer ça. Et on va aller critiquer même avec l'IA pour aller définir le what et le when, hein, donc ce que je veux et comment je veux le faire. Avec toute une partie. Donc vous voyez, on est vraiment dans une approche de dev, en fait, une approche d'ingénierie pour aller développer tout le système. Et après, vous voyez ici, on va pouvoir développer nos structures grâce à ça. Et on va même générer avec l'IA tout le système. Ok. Donc là, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que derrière, on va pouvoir aller sans doute tester ce vibe coding. Et c'est ça que je vais aller vérifier. Moi, je le testerai. Donc c'est ce GitHub qui s'appelle Waspelang.
Il y a toute la partie cursor rule qui sont là, donc je vous invite à le suivre ici si ça vous intéresse. Et donc on a tout un template de vibe coding avec toutes les étapes. On va la partie clone, on a ici tout ce qu'on peut lancer, la structure, le développement, les conventions qui sont là, les rules, ça c'est intéressant, et des prompts qu'on peut lancer. Donc c'est des MD hein, qu'on peut lancer. Ici, mes prompts ici, ouvre tes yeux, Evan. Putain, Evan, des fois il ouvre pas ses yeux. Ok, voilà, rule 1, ici. Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était pas ça. Ah! J'ai loupé mon clic. Voilà. Ah, il est où mon prompt? Voilà, dans iExample. Voilà, c'était ça, dans iExample. Ici, hop. Voilà, on va avoir des prompts, exemples de prompts de plan. Voilà, on a un prompt global hein, ici. Et on va pouvoir les poser des questions par rapport à ça, des hypothèses aussi qu'on va pouvoir les mettre. C'est exactement quand on fait du Manus, ben, on voit toutes ces étapes-là qui sont proposées. Et les exemples de prompts qui vont être initialisés. Voilà, là c'était le plan qui était proposé avant et les prompts qu'on peut utiliser. Je veux créer. Voilà, donc là vous avez vraiment toutes les étapes, les 3 étapes qui sont proposées. Donc c'est une sorte de workflow de vibe coding. Je trouve que c'est déjà un peu plus cadré qu'un vibe coding global. Ok, alors il nous en reste 1, 2, 3 et c'est fini. On va parler de SEO. Alors vous savez peut-être, je vous le montre en live, pas encore en live, non, je vous le montrerai très bientôt, parce qu'autrement vous allez tous y aller. Il y a un site qui va, donc on a le site de l'entreprise qui va sortir dans pas longtemps, il a été développé par mes petites mains, et aussi avec de l'aide de l'IA par moment quand je voulais avancer un peu plus vite, mais les 3 quarts ça a été vraiment fait en développement manuel, j'en ai, je dirais 99%, 95% développement manuel, c'est une grande fierté aussi d'ailleurs. Personnellement, ça paraît tout con, mais j'avais envie de le faire en dev perso, puis je suis allé très vite parce que j'ai cette habitude-là de coder. La réflexion qu'on a aujourd'hui sur ce site, c'est comment on peut être présent sur Internet. Nous, en tant que dev, on veut faire des sites web. Peut-être que vous en faites des sites web. Pas des applications web, je parle vraiment des sites web. On peut se poser la question du SEO. Vous savez, le Search Engine Optimization. On va se poser cette question et de se dire que, OK, comment on peut être bien présent et est-ce qu'une recherche via la mort de Google, je fais exprès parce que ça, je vais en parler juste après, un tout petit peu plus tard, vous savez, il y a la mort de Google qui est peut-être annoncée, la mort de Google, le site de google.com, bref, j'en parle après. Mais comment on peut se dire si maintenant la plupart des gens n'utilisent pas les moteurs de recherche pour faire des recherches, mais utilisent ChatGPT, tous les LLM? Eh bien, est-ce que la recherche derrière, est-ce que en gros notre présence peut être facilitée et même de meilleure qualité? Est-ce que en gros, ça pourrait être plus intéressant d'être présent via les IA pour notre site? Eh bien oui, c'est super intéressant et il y a des techniques pour. Je vous montre ça. En fait, c'est un trafic qui convertit même mieux que prévu. J'en avais parlé l'année dernière, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Déjà, en fait, c'est étonnant. Le trafic issu des moteurs IA convertit mieux que les autres canaux. On est encore qu'au tout début. Hein, okay, il y a des pics de trafic qui peuvent même être assez étonnants. Et donc, il remarque, et c'est tout ici, voilà. Il existe une tactique qui existe, c'est quoi? Alors zut, je l'avais chopé. Nous pouvons également le contenu, voilà, c'est ça. Il est tout à fait possible de mesurer, de suivre la pertinence des trafics. On peut identifier le contenu qui est scanné, mais on ne peut pas savoir d'où ça vient. Hein. Ça, c'est un des points qui est un peu problématique, c'est qu'on ne sait pas d'où vient le trafic. Ça, c'est un peu dommage. Comparé à Google, où on savait. On alimente des agents IA, et ça c'est super. Il existe donc une technique, c'est en gros, ça change radicalement l'écriture web en mettant les premières lignes, toute la valeur et l'essentiel des informations données sur la page. Grosso modo, pour aider les systèmes artificiels, c'est de mettre tout en haut de notre page le contenu global, en fait, résumé, ou ce qu'il doit trouver, une sorte d'étape de résumé. J'en parlais avec la personne qui nous accompagne du côté web marketing. Si vous connaissez, je fais un petit coup de pub pour toi, Renaud Décode, allez voir. Il nous accompagne toute la partie web marketing, et donc, en fait, il nous en a parlé, en fait, de cette stratégie, en fait, sur mettre les premières lignes pour aider les agents IA. Alors attention, par contre, du côté SEO, là, ce qui est noté, c'est qu'il y a un déséquilibre. Ce n'est pas bon pour tout ce qui est moteur de base. Puisqu'en fait, on perd tout le côté où on a envie de lire toute la page. Et ça, si on lit moins de la page, eh bien en fait, les moteurs de type Google ou autre ne vont pas apprécier. Donc vous voyez, l'équilibre, il est à trouver entre mettre du contenu pour les IA et mettre du contenu pour tout ce qui est moteur de recherche à l'ancienne. Je vais utiliser le terme à l'ancienne.
Eh ouais, ça c'est à questionner en fait. Et en tant que dev, on doit le questionner. Donc trouver les deux. On voit bien qu'on est en train de changer le monde. Il y a, à mon avis, encore, dans le principe de longue traîne, encore 80% d'utilisateurs d'ici même 1 ou 2 ans qui utiliseront encore les moteurs de recherche. Mais il y a déjà 20%, on va peut-être dire 10% maintenant, j'en sais rien, mais j'utilise la loi de Pareto, qui utilisent déjà que les IA, hein, les systèmes artificiels. Et donc, c'est tout à questionner. Et ouais. Ok, on continue, mais ça c'est une vraie surprise, hein. 2 à 3 fois supérieur la conversion. 2 à 3 fois supérieur quand même à retenir. Donc comment être présent, comment être bien référencé par ces outils IA, c'est à questionner. Je vais continuer par un point qui va amener controverse. Il ne reste plus que 2 infos et c'est fini sur la partie IA, et après on passera sur les langages et frameworks. Il y a un peu moins de sujets là en ce moment sur ça. Ok, c'est quoi? Alors, être poli coûte cher. Ah non, mais arrête avec tes pubs. Être poli coûte cher. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler de ça. Il y a beaucoup de devs qui adorent ou qui le font par réflexe ou par anthropomorphisme, qui ont cette envie de parler, de parler à l'IA. Salut, j'avais pas dit bonjour, excuse-moi Nemes, excuse-moi. Salut, salut. Qui ont besoin, qui ont ce côté affectif des outils LLM, qui vont lui parler, qui vont croire que c'est un ami, etc., qui vont vraiment se prendre d'affection. Moi, personnellement, pas du tout. C'est plutôt l'inverse. Mais chacun, hein, je ne suis pas en train de dire c'est bien ou mal, mais c'est un biais de l'humain, de toute façon. On voit bien Jésus dans le cul d'un chien, donc à partir de là, c'est comme ça, on est bâti comme ça en tant qu'humain. Et c'est une force, c'est aussi une faiblesse. Et voilà, hein, deux faces d'une même pièce. Eh bien, savez-vous que beaucoup de devs, beaucoup d'humains disent merci à chaque requête? Et en plus, il y a ce côté réconfort parce qu'on a lu quelque part que vu qu'on a tendance à être poli, et quand on est poli, on a des réponses plus sympas dans tout ce qui est forum, eh bien, les systèmes d'IA ont appris ça. Eh bien, en fait, ça coûte cher. Ça coûte énormément. Ça coûte énormément. Dire merci et s'il te plaît, ça coûte des millions de dollars à OpenAI. Ouais, alors ça a peut-être changé. En vrai, moi je suis pas du tout poli avec ces systèmes-là, j'ai des très bonnes réponses. Le prompt est juste important en fait. C'est juste le prompt. Moi je tendance même des fois à être un peu. Je suis pas sympa avec les. Si c'était un humain, je parlerais même pas comme ça en fait. Mais pour moi c'est un outil. Donc du coup l'outil, c'est comme des fois quand mon marteau il me tape sur les doigts, je gueule et ça me fait mal quoi. Ah, fait chier ce marteau. Voilà, ça permet juste de décharger. Bon, pour moi c'est qu'un outil. Et j'utilise pas, c'est merci. Mais ouais, j'avais entendu parler de ça tout à fait, Dragop. Et voilà, eh bien, ça coûte des millions de dollars. C'est un truc de dingue. C'est Sam Altman qui l'admet. Donc, d'un sens, soit on lui fait dépenser ou pas, ça va discuter. Hein. Mais il avoue perdre à cause de ça, quoi. Il dit, mais vous savez même pas combien, quoi. Donc, arrêtez. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, ça, c'est toute la partie, sans doute, recherche derrière. Mais c'est ce qu'il avoue là. Et ça coûte vraiment cher. Ici, en électricité, voilà. En électricité. Parce que du coup, vu que ça met un peu plus de temps à l'analyse. Mais ils ont fait le ratio. Alors, je sais pas d'où il tient ces trucs-là, mais je trouve ça assez marrant de se dire ça. Plus 5, voilà. Là, c'est la vraie étude, là, quoi, le vrai article qui en parle. 67% répondent being nice to their chat. Alors moi, comme je dis, je fais pas du tout partie de ça. Mais voilà, c'est vraiment ces questions qui sont intéressantes de se dire ça coûte cher, donc je trouve ça dingue. Donc, arrêtez de dire merci, ou au contraire, faites exprès pour leur faire dépenser, j'en sais rien. À vous de voir la stratégie suivant ce que vous aimez. Je ne recommande rien, bien sûr, mais je trouve que ça mène une vraie réflexion. Moi, je préfère plutôt essayer de travailler mes prompts. Mais bon, c'est une autre histoire. Ok, allez, dernier. Petit fun fact, je dirais, c'est un fun fact. On va parler du MCP. Alors, c'est un article pareil, ce n'est pas une source au sens officiel, mais c'est sur sshh.io, site que je ne connaissais pas, qui parle de ça. Est-ce qu'on se gourre complètement sur la MCP? Voilà la question qu'on se pose. Est-ce qu'on se gourrerait pas sur la MCP? Alors, c'est quoi la question? Vous savez, donc la MCP, c'est un protocole qui permet de discuter qui permet au système artificiel d'aller communiquer avec l'extérieur. J'avais fait un exemple la dernière fois où, très rapidement, le système artificiel avait généré un MCP que j'avais connecté avec un IA. Et ça, c'était intéressant. Donc, c'est pratique. Ça permet de communiquer, voilà. Et donc, d'avoir, par exemple, Google Drive, Perplexity, même, on peut faire des liens entre les deux pour des meilleures recherches, etc. Très bien. Ça, c'est la base. C'est pas très compliqué à développer de base. Il y a des SDK qui sont là pour ça. C'est cool. Et vous allez voir, je vais lister très rapidement. Mais nous, en tant que dev, c'est hyper important. Tout le monde s'engouffre là-dedans. Et pourtant, il y a des problèmes sur le protocole security.
aucune définition d'authentification. Allez, vas-y, c'est YOLO total. Tu fais ce que tu veux. Tu peux, voilà, j'en avais parlé, de développer faire tourner des malicious, clairement, tout ce qui est malicieux. Voilà, ça fait. En plus, toute confiance dans ce qui arrive. Toute confiance dans ce qui arrive. Des limitations. Hein, nos concepts de niveau de vérification. Ici, vas-y. Allez, voilà, le YOLO mode. Ok, super. En plus, vas-y, je te fais ça de manière non structurée. Aucun système de sécurité. Tu peux aller faire des prompt injection si tu en veux. Tu peux prendre du système prompt. C'est un truc de fou. C'est pas normal. Voilà, c'est vraiment pas normal ici. Là, ouais, c'est des démos de MCP. Ok. On peut exposer des données sensitives, donc des données sensibles, mais sans aucun problème. Vas-y. To pass to content password. Allez hop, vas-y, il n'y a pas de problème. Ouch! Alors, t'imagines en plus, si tu vas code, imagine en plus un dev pas dev quoi, mais qui se dit dev, qui code, qui n'a aucune notion de ça. Mais le bordel que c'est en train de faire. J'ai l'impression qu'on va régresser du côté dev, mais un truc de fou là-dessus. C'est la fête. En plus, en read access, quoi. C'est bien, mais en read write. On va avoir des limitations aussi, basées, bon voilà, il faut faire très gaffe. On va avoir qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui est attendu. Je veux ça, en fait, je vais lire, machin. Donc, on va avoir un système qui est pas super bien. Il va le faire plein de fois. Donc, voilà. Donc, il faut faire hyper gaffe. Et donc, vous voyez, il y a même un article qui est sorti sur le nouveau cauchemar de sécurité. Cet article-là parle vraiment de tout ce problème-là d'architecture, de pourquoi ça a été mal pensé. Il y a des vulnérabilités de partout. Voilà, donc faites gaffe à ça. Il va falloir qu'on trouve un système pour améliorer ça, pour éviter que les hackers s'y engouffrent, mais vraiment. Et on peut même avoir des... Voilà, il y a même un common vulnerability pattern. Quoi. Truc de dingue. C'est-à-dire qu'on est capable de le faire. Vous savez, on avait parlé d'injection SQL il y a fort longtemps. Il y a encore des devs qui le font parce qu'ils ne connaissent pas ça. C'est normal, on débute, on fait des erreurs, ok. Là, on va retrouver les mêmes soucis. J'ai l'impression voilà, qu'on revient en arrière pour repartir. Quoi. Oh là là. Ok, au secours. Au secours. Donc, on va vraiment faire gaffe. Il va falloir essayer d'améliorer tout ça. Améliorer tout ça. Comment on va faire? Ça va être toute la question. Toute la question. Et puis, c'est un CTO qui en parle, Alessio. Et on va devoir se questionner. Ah, flûte, ouais. Bon, on va arriver tout doucement à la fin de cette partie. Alors, il va nous rester une petite dizaine d'infos. On va peut-être dépasser un peu plus. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était chargé. Moi, de toute façon, je peux rester que jusqu'à 16h25. Mais on va faire 1h30, là, je pense. Ok, on continue. Alors, on va parler librairie. NX passe en 21 très très bientôt. Donc, on change complètement de sujet. On arrête l'IA. NX, donc du côté librairie, NX passe. Donc vous savez, NX, c'est la librairie qui une CLI qui permet de faire du monorepo, Angular, React ou autre. Elle va passer en 21 dans pas longtemps. Vous irez voir toutes les fonctionnalités. On va accepter toute la partie Angular, les nouveautés d'Angular. Il y a un graphe qui va être amélioré. Hein. Ici, il y a des fixes. Il y a plein de choses qui sont prévues. Donc suivez ça, la 21 va sortir dans pas très très longtemps. On est déjà en bêta, vous avez vu. Hein. Donc là, on est en bêta 6. Autre point, il y a Phaser 4 qui arrive. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Phaser 4. Moi, j'ai développé pendant un petit moment avec Phaser. J'adore Phaser. Phaser, c'est donc du coup une librairie qui permet de développer des jeux vidéo en JavaScript, donc en TypeScript hein, surtout. Et Phaser 4 est en release candidate 2. Ça y est, c'est en cours. C'est génial quoi. Donc si vous ne connaissez pas, allez voir. Avec des petites nouveautés hein, sur la partie shader, principalement. C'est cool, ça, je trouve. Voilà, ça fait plaisir. On continue. Il y a Akko. Je ne sais pas si vous connaissez Akko. Akko, je le connaissais pas. Ah ouais, toi? Oh, génial. Premier test, trop bien. Trop bien. Premier test. Ouais, je relis ouais, le problème de notre... problème de notre domaine, les tendances. Mais ouais, clairement. NMS, ouais, clairement. Hein, sur Twitch, ah, clairement. Clairement. Je trouve que... Bah, nous, on fait les tendances, puis je vois qu'il y a aussi des modes, il y a des personnes du côté Abi qui suivent la même chose. En fait, on a les mêmes problèmes. Moi, je vais vous montrer, c'est Akko. Je ne connaissais pas du tout, je ne l'ai jamais testé. 14 avril, donc c'est un fork de Prime.js hein, qui est conçu pour avoir un système sécure et performant JavaScript. Donc, c'est ici un engin pour faire tourner du JS. Hein.
D'accord? Donc, allez voir. Il est à ce qui paraît beaucoup plus rapide. Il est portable, donc on peut l'emporter donc dans différents outils. Et il vient de sortir. Il vient de sortir ici, tout juste. Donc l'annonce, vous voyez, date du 14, donc il y a 9 jours. Allez voir si ça vous intéresse d'aller découvrir ça. Pour ses 30 ans, il sort la première release de Akko. Akko, c'est tout mimi, ça. Et enfin, je vous montre ça, si vous connaissez pas, c'est pour contrôler votre Chrome. Je vous parlais d'MCP. C'est Browser MCP. Il permet de donner la possibilité à vos IA app, hein, Connect IA app, avec votre navigateur. Je l'ai installé, je ne l'ai pas encore testé. Voilà, on va pouvoir mettre des tests automatisés, faire des tâches automatisées. Donc encore mieux que les systèmes d'avant. Encore mieux que les systèmes d'avant. Et on va pouvoir vraiment automatiser tout ça. Donc allez voir, j'ai pas encore testé ça. C'est un MCP donc du coup qui va connecter les IA. Donc on va pouvoir faire un système exactement comme Cursor Cloud, hein, mais vraiment ils n'ont pas accès à un web browser. Donc là on va pouvoir le faire. C'est un browser MCP. Donc on donne accès en MCP à votre navigateur du local. Voilà. Donc j'ai hâte de le tester ça. Je vais me marrer. Ok, on continue sur. Allez, on va finir sur la partie sécurité. On va parler un peu de sujets un peu autres, mais qui nous concernent en tant que dev. Ça, je trouve que c'est intéressant en tant que dev quand même pour la partie test automatisé. On va parler de sécurité. De manière globale, en tant que dev, on a, je trouve, moi de mon point de vue, c'est vraiment mon point de vue, et ça, je trouve qu'en tout cas, ça rejoint mes valeurs. C'est le fait que on vit en Europe et on a un système qui sécurise beaucoup plus que, par exemple, en Amérique. On a un système qui protège beaucoup plus les utilisateurs, des fois un peu trop, et c'est toute la difficulté en fait de trouver cet équilibre. Vous connaissez peut-être le SecNum Cloud qui permet en fait d'aller sécuriser toute la partie cloud. Il y a des entreprises qui le sont, hein, il y en a très peu d'ailleurs. Et en fait, la question aujourd'hui, c'est de savoir si l'ANSSI n'en demande pas peut-être un peu trop dans cette version 3.2. C'est tout le système hein, qui est sorti en 2022. Et c'est un article hein, qui est sorti le 22 avril dernier. Donc vous voyez, c'était hier. Et en mars 2025, le ministère de l'Éducation nationale ont provoqué un tollé en raison de la souscription au service de Microsoft. C'est clair, c'est un tollé. On est en France, on essaie de mettre en avant. L'Agence nationale de la sécurité dit qu'il faut avoir maîtrisé notre destin et essayer de vraiment la souveraineté. Et puis là, on a tout l'inverse qui est fait du côté éducation nationale. Ben, on peut se poser la question. Ben, en fait, ça prouve qu'on n'a pas assez d'outils. Ça prouve qu'on a un système qui est trop lourd aussi. Donc ben là, c'est toute la question de se poser avec toutes les normes. Il y a très peu d'entreprises qui l'ont, hein, par exemple Cloud Temple, OVH Cloud, et il y en a certaines qui sont en cours d'obtention, mais ça met énormément de temps. C'est un prix trop élevé, les évaluations sont trop longues, bref, c'est français quoi. On est connu là-dessus, hélas. Hein. Je les ai installés mais pas encore testés. Ouais, bah ouais. Bah tu me diras, OneSurf, j'ai pas encore... Ou Windsurf, je sais pas comment on dit, je crois que c'est Windsurf, je l'ai pas encore testé non plus, ouais. Cursor, je l'utilise déjà. Et bah là, d'ailleurs, je vais bientôt former là-dessus. Ok, l'éditeur simple, voilà, donc il faudrait essayer de trouver un compromis entre les deux pour essayer d'avoir une sorte de norme qui nous protège du côté cloud, pareil du côté IA, tout en évitant de cette lourdeur administrative. C'est le cahier des charges qui doit être réduit par son évaluation, mais si on réduit trop, il y a moins de qualité. Vous voyez, l'équilibre, il est un peu costaud, hein, et ça, c'est toujours été le problème en France. C'est dommage. Et enfin, oh, encore la pub, c'est embêtant. Le dernier point qui nous parle, nous, en tant que dev, et ça, je vous en parle du côté sécurité. Saviez-vous que la durée des certificats SSL va être réduite? Ouais, c'est sorti sur le monde informatique il n'y a pas très longtemps. Et ça nous concerne en tant que dev. Elle va être passée à 47 jours. Actuellement, c'était 1 an. Et en 2029, on a jusqu'à 2029, donc on a 4 ans pour s'y préparer. L'association justifie cette décision par le renfort de sécurité. Donc on va passer à 47 jours. C'est vraiment peu, je trouve. Hein. 47 jours, ça fait vraiment peu. Et donc, bah, ouais, on va aller voir ce que ça donne hein, par la suite. Ok, donc préparez-vous. J'ai pas pu lire plus parce que bah, il faut payer. Et puis, du coup, j'ai pas... Ah non, il faudra que je crée un compte. Donc moi, ça le ferai. Tiens, je vais mettre ici pour... ouais, j'irai voir ça après. J'irai voir ça après. Ok. Voilà, on a fini sur la partie sécurité. Il nous en reste plus que une, deux. C'est quoi? Chez tous les fournisseurs, ben ça c'est une bonne question. Comme je te dis, j'ai pas tout lu, j'ai pas pu. Les certificats, alors en effet, la certificat de browser regroupant les émetteurs, on votait en fin de semaine dernière la fin de vie des certificats. Ouais, ça va être sur tous, ouais. Écrasante majorité sera introduite progressivement jusqu'en marge de... Donc ça va être introduit progressivement. Ouais, ouais, complètement, ouais. Toi, du peu que j'arrive à lire, ouais, tout à fait. Clairement. Donc bah, va falloir que je le vérifie ça. 47 jours, donc SSL, 47 jours.
Tiens, on va la voir là, sans doute sans devoir... Tiens, on va voir la vérification. Donc, 15 mars 2026, durée de jour réduite à 200 jours. Tu vois, en plus c'est descendant. 15 mars 2027, réduit à 100 jours. Et 15 mars 2029, 47 jours. Et la validation de contrôle des domaines, c'est que 10 jours. Pour rappel, donc voilà, c'est vraiment c'est pour tout, hein, vraiment pour tous. Donc on va devoir y aller. Ça a été porté par Apple, soutenu par plusieurs, hein, Google Chrome et autres. Donc ouais, on va devoir s'y préparer, hein. Et il va falloir essayer de chercher un système d'automatisation. Ouais, c'est court, hein. C'est vraiment court. Vous voyez, ça va y aller crescendo. On va devoir surveiller ça. Et il va falloir, voilà, le protocole ACME qui permet la gestion automatisée devrait prendre encore un peu d'épaisseur avec cette annonce. Bah oui, l'idée d'automatiser au maximum pour éviter. Voilà, donc l'idée c'est de penser à ça et de bien vérifier ça. Ok, on va partir à quoi? Alors d'autres informations, là c'est autre. Vous avez sans doute vu. Et là, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on arrive à la fin. Normalement, c'est format 1 heure. On a 55 minutes, donc ça va. Vous êtes peut-être au courant, il y a Google qui va être démantelé. Alors, ou pas. Mais en tout cas, c'est l'annonce qui a été faite. Et si Google n'est pas démantelé, en fait, il y a la demande de vendre Google. J'entends vraiment de vendre Google Chrome. Pas Google, de vendre Google Chrome. Et entre-temps, vous avez peut-être vu que Google, FR, UK, etc. va disparaître. Il n'y aura que google.com, un seul. Et tout ça, on voit que c'est un peu dans l'ensemble. Il y a même OpenAI qui a dit, tiens, il en a profité, il dit, ah bah tiens, si Google était à vendre, Chrome, hein, bah moi je l'achèterais bien. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Donc on va aller voir ça, c'est Google qui va peut-être être démantelé, il y a cet abus de pouvoir, bon, vous le savez, il y a eu Internet Explorer avant, il y a eu Microsoft, voilà. C'est un procès quand même à haut risque qui est menacé de démantèlement par le gouvernement, malgré son soutien à Donald Trump, hein. Donc ça fait jaser. L'accusation réclame des remèdes incluant la vente du navigateur Chrome, comme je disais, et des restrictions de l'intelligence artificielle IA, parce qu'en fait, on voit bien que Google est en train d'arriver, normal, il y a une force de frappe de malade, d'amener Gemini partout, d'amener une IA un peu imposante façon Google. Et c'est dans un sens l'avenir d'Internet, oui, bon, on est au courant déjà, mais ça fait questionner, hein. Ça fait questionner. Et donc, on va aller surveiller ça de très près. Donc, comme je disais, l'IA de Google, donc ça, est-ce que c'est important? Mais le site google.fr s'apprête à disparaître. C'est bon, voilà. Il y en a plus qu'un, c'est google.com. Voilà. Et même d'ailleurs, il va changer, il va plus être de manière toute simple, on pourra changer la langue et la région. Il va être aussi d'ailleurs un peu plus global, il y aura plus de choses, ce sera un peu moins purifié. D'ailleurs, vous avez dû suivre, il y a exactement pareil chez Facebook. Hein, j'aimais bien Google Maps dans les résultats Google. Ouais, ouais. Donc on va voir ce que ça va donner, hein. Faut suivre ça. Est-ce que c'est un truc à jaser ou pas? On ne sait pas encore. Pourquoi tu veux pas? Ah oui, non, c'est juste j'ai copié tout alors que. Meta est pareil, hein. Vous êtes peut-être au courant. Procès de Meta, Mark Zuckerberg, Instagram, WhatsApp n'auraient pas eu autant de succès sans Facebook, mais il y a eu de position dominante du fait de Instagram et WhatsApp. Ça, je le dis de manière globale parce que nous, développeurs, ça a moins d'importance. Par contre, un point qui peut être sympa, c'est de se dire que Meta aujourd'hui a proposé une API qui était existante depuis 2017, hein, eh bien, qui permet d'aller proposer nos produits directement sur Meta. Sur Instagram, ça y est, elle est rendue beaucoup plus officielle, je vous montrerai ça. Sachez qu'il y a Google qui avait demandé de supprimer tous les cookies tiers. Et ça avait fait un peu jaser ça, hein, pour toute la partie sniffing ou autre. Et en fait, Google, donc c'était sorti hier, hein, Google renonce à l'expérience de consentement spécifique aux cookies tiers. Donc l'idée, c'est, il y a eu des tergiversations de malades. L'entreprise ne va plus proposer une expérience de consentement spécifique aux cookies tiers, comme elle l'avait indiqué l'été dernier. Et en fait, sinon, c'était le déclin de cette technologie et tous les annonceurs autres avaient très très peur de cette partie-là. En tant que dev, si vous utilisez des cookies tiers, sachez que ça a été validé comme quoi ça ne va pas être supprimé. Ok. Voilà, petite annonce, c'est pas très très important. L'avenir, cette mise à jour. Oh, tais-toi avec les pubs. Nous engageons avec l'industrie à recueillir les commentaires et partager une feuille de route. Voilà, donc l'idée, c'est que ça change rien. On voit bien que Google est quand même dans la panique en ce moment, hein. Un autre point en tant que dev, peut-être que vous êtes concerné, peut-être pas. Sachez que la fintech serait l'Eldorado actuel. Il y a une brèche qui est laissée ouverte dans les banques, hein, pour le financement des TPE, de PME. Peut-être que vous faites partie, hein, vous, personne qui regardez cette news, cette Curious News,
vous en faites peut-être partie, vous développez peut-être déjà dans une fintech. Eh bien, le financement B2B a le vent en poupe aujourd'hui. Et c'est vraiment une fintech française. Il y a énormément de levées de fonds. Et c'est sans doute, par exemple, il y a De Facto qui a annoncé fin mars avec 1 milliard de dollars sa capacité de financement pour la trésorerie des entreprises. Donc on voit qu'il y a vraiment une vibe sur cette partie-là, pas vibe coding. Et est-ce que ça pourrait pas embaucher cette partie-là du côté dev? Je l'amène pour nous les devs à vérifier. Ok, voilà, on a fini sur cette partie autre. Arrête avec les pubs, c'est agaçant. Voilà, j'en ai un net, il m'énerve là-dessus, ça m'énerve. J'ai découvert ça grâce à Human Coders. Ici, ils l'ont publié là aujourd'hui, je trouve ça sympa, merci à eux, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a à voir? Ils posaient la question sur AngularJS, je trouve ça cool. AngularJS, est-ce que AngularJS est mort? Bah oui, AngularJS va mourir, bah bien sûr. Et c'est le site, c'est Is This Tech Dead? Sympa. Alors moi, ce que je vois, c'est que Maui, il est en critical. Alors que Maui, il est en plein d'avancées, quoi. C'est assez intéressant de voir ça. 70%. Hacker News, soi-disant, dit live. GitHub, moitié. Je trouve ça intéressant, mais sur Reddit, voilà, il y a moins de personnes qui parlent de ça. Et il y a 80%. Donc, en vrai, c'est pas très critique. Et puis, bah oui, ils sont à fond dans cette livraison, donc je serais intéressant de comprendre vraiment d'où ça vient. Mais je trouve ça assez sympa de se poser la question. Backbone Web, Native Script, et puis vous pouvez aller voir. Il y avait AngularJS, oui, Xamarin Critical Web. Xamarin, ça fait un moment qu'il est en train de mourir. Dino, c'est assez intéressant de voir qu'il est là-dedans. AngularJS, il devrait être beaucoup plus haut. Je ne parle pas d'Angular 2, mais AngularJS. Lynx, alors qu'il vient juste d'arriver. Euh, à se questionner, Ionic à se questionner aussi, en critical. Voilà, allez voir, je trouve ça assez sympa de se poser. Vu, il est en critical, what? Il n'y aura pas un petit souci dans les calculs, mais non, vu, on n'en parle pas beaucoup, par exemple. ExpressJS, bah ouais, ça a été critique, ça commence à revenir. Symfony, c'est en danger, mais ça va. Et Nuxt, quoi, pourvu. Voilà, donc on peut se poser la question. Je trouve que c'est sympa en tant que, par exemple, CTO, en tant que dev. L'environnement que je n'ai pas testé, Maui. Ah ouais, alors moi je l'utilise, j'en ai fait un peu moins. Et ouais, Maui, il y a des hauts et des bas, quoi. L'install est plus agréable qu'avant, ça va, ça fonctionne, mais voilà, il y a des moments donnés, toute la connexion avec iOS, même Android, ça fait pleurer par moment. Donc ouais, il faut vraiment s'attacher, mais des fois on y gagne du temps. Donc c'est entre les deux. Alors j'en profite, bon, c'est en cours là, il y a Angular Global Sudmi qui est en cours. J'ai regardé un peu ce matin, c'était intéressant. Et le prochain sera le 4 juin, centré sur la partie IA. Et il y a la NGConf qui sera prévue le 17 octobre et 18 octobre prochain. Personnellement, je ne pourrais pas y aller pour des raisons de coût, c'est un hyper cher, nom de Dieu. Pardon de parler comme ça, respect pour tous les dieux, hein. C'est 899 $. Financièrement, notre entreprise n'ira pas là, même si j'adorerais y aller. Mais pas possible, quoi. C'est de la folie. Non. C'est bon, après, c'est présent, vous voyez ici aux États-Unis, mais what? 900 $, quoi. Faut vraiment avoir volonté d'y aller. Et il y a d'autres confs, vous pourrez aller voir ça sur programme.com, ils en parlent. Il y a LMS Build qui est prévu le 19-22 mai, ok, vous pourrez aller voir ça. On va finir donc du coup avec une bizarrerie. Et ça sera la toute dernière, puis après je vous montre Manus et c'est fini. On aura fini cette Curious News. Alors, qu'est-ce qu'on a à voir? La bizarrerie, c'est quoi? Vous avez peut-être vu ça. Alors, je l'ai tenu sur BFM, mais en fait, BFM, quoi. Je cite ça avec des guillemets et attention, c'est BFM, quoi. BFM, et on serait quand même. Tiens, je vais quand même prendre la newsletter, je trouve ça marrant. C'est BFM, quoi. Mais il y a un étudiant qui développe une IA, qui a développé une IA pour tricher partout. Et il lève, à ce qui paraît, 5,3 millions de dollars. What? Voilà. Donc, je trouve ça sympa. Ça s'appelle Cluly. Cluly, on va aller voir, Cluly, j'étais allé voir. Cluly. Donc, en gros, c'est indétectable. C'est pour tricher sur votre bureau. Et c'est indétectable. C'est un système qui permet de tricher partout. Il montre, bon, voilà, il s'était fait avoir, donc il a failli être viré, et puis en fait, grâce à ça, ils ont rebondi. Il a publié comment on peut tricher pour les examens, les appels commerciaux, les entretiens d'embauche, et même tricher surtout, même par exemple, essayer pour rencontrer une personne. Voilà. Petite bizarrerie pour finir cette news. Voilà ce que l'IA peut être utilisée. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je vous laisse juger.
On a fini sur la Curious News d'une manière globale sur la nouveauté. Moi, je voulais vous montrer un petit test que j'ai fait. Je vous avais dit que je vous en parlerais. Je le montrerai de manière plus globale. Attendez, c'est que ça va se lancer. Non, c'est bon. Je vous montrerai de manière plus globale à travers un exemple. Alors, il est où mon Manus Manus. Voilà. Donc j'ai fait un test où j'ai une idée en fait d'application open source que je veux développer. Je voulais voir en fait si le système artificiel était capable de générer. Vous connaissez sans doute Manus, c'est de la l'adjointing, hein, c'est exactement comme Cursor avec Composer et tout autre, mais c'est de la l'adjointing qui est présent sur Internet. Il y a des exemples qui sont super concrets et super intéressants qui sont montrés sur Manus. Et c'est vraiment incroyable ce qu'on... Ouais, tu dis incroyable pour l'autre, ouais, clairement. C'est clair. Et bah, c'est assez incroyable de ce qu'on peut voir sur Manus, hein, ce qu'on peut faire sur Manus. Il y a des exemples de fous, hein. Et je voulais voir, en fait, je lui ai dit, construis-moi une application Angular qui va lister toutes les initiatives pour sauver la planète. Ça m'intéressait de développer une application comme ça. Et donc, ce site se mettra à jour tous les jours. Concernant la structure, donc tu vas utiliser une archi hexagonale, tu vas utiliser la version Angular 19. Pour te nourrir des données, tu vas utiliser EES, super. Je vois mes fautes ER, toutes les API publiques et ouvertes. Je fais toutes, c'est pas bon, il faudrait que je liste, mais je voulais voir ce qui était capable de ce système artificiel. À la fin, tu auras deux pages, une page listant donc les actions et une autre avec une carte OpenStreetMap. Et si on clique sur un point, on a toutes les informations qui viennent pop-up. Vous voyez l'idée, hein? Donc bah, c'est parti. Alors il m'a résumé, il a a priori compris. On a vraiment toute la feuille de route, hein. Et donc bah, je suis allé voir. L'inconvénient c'est que j'avais pas assez de crédits, donc j'ai atteint tous mes crédits de test. On voit toute la construction. Déjà on voit qu'il y a des trucs où c'est complètement parti en cacahuète dès le début. Et ce que je voulais vous montrer en fait c'est... Ah ouais, il y avait des suggestions. Alors je lui ai dit écoute, bah, déjà tu n'utilises pas ce qu'il faut. Alors voilà, je vais vous montrer. Il y a des trucs, je suis obligé de complètement de repartir. Donc là, il utilise npm install Angular. Voilà, donc le Angular CLI, ça, je dirais c'est très bien. Pourquoi pas, hein, je veux dire, on peut faire du NPX, mais pourquoi pas? Moi, je recommanderais plus un NPX ici. Ok, donc là, il va demander, donc ça, il n'y a pas de problème. Voilà, il me dit, écoute, je rencontre un problème de compatibilité avec Zone.js. Déjà, il n'y a pas de problème, donc on se demande pourquoi. Ok. Après, moi, j'ai demandé NGRX Signal. J'ai dit, écoute, tu vas ajouter NGRX Signal. Et je trouve ça assez sympa de voir. En fait, là, j'étais vraiment en train de faire de la review. C'était du vibe coding pur, hein. Je vais voir ce que ça donnait. Et donc là, ce que je suis allé voir, en fait, c'est toute la partie archi. J'ai demandé une partie exa. Donc, il a respecté quand même toute la partie exa. C'était assez sympa. On voit des ports. Pourquoi pas? Il a nommé port. Il a voulu, quoi, ce système-là a respecté tout ce qui est dit sur du code déjà existant. Donc, je dirais pourquoi pas, quoi. Déjà, ce qu'on peut noter, c'est l'arrivée de modules. What? Ben non, on est en Angular 19. Donc en fait, vu que la base d'information des systèmes artificiels, c'est ben, Angular avant Angular 14, eh bien voilà, et on a des modules. Et on se récupère un module, quoi. Ben non, déjà c'est pas bon. Je ne l'ai pas corrigé là-dessus. Mais je voulais déjà voir ça. Erreur. Ça, c'est une erreur. Premier point. Autre point que j'ai pu voir, c'est... Alors je sais plus où j'avais pu le voir. En fait, il a intégré un signal store, c'est bien, mais je suis allé voir en fait dans le code. Voilà, dans un pp module. Voilà, on a un pp module. What? Pourquoi un pp module? Pourquoi? Non. On a un pp config et voilà, je suis allé voir ça. Il a intégré un NGRX store. Bah non, pas du tout. Parce que s'il n'y en a pas besoin, puisqu'on fait des signaux. Donc vous voyez, ça montre en fait l'apprentissage, pardon, la connaissance à avoir, moi, ce que je dis toujours, alors, ok, je peux prêcher pour ma paroisse en tant que formateur Angular, .NET ou autre, mais c'est un point important. Faire du web coding sans avoir de connaissances, c'est laisser un système partir en freestyle total. Mais total. Et c'est hyper risqué. Là, il y a déjà des erreurs. Il y a déjà des erreurs. On n'en a pas besoin. Des effects, on n'en a pas besoin. Tout ça, il n'y a pas besoin. En fait, quand on fait du NGRX Signal, il n'y en a pas besoin. Voilà. Donc, on voit des modules. Et regardez, il a même ajouté un fix import. Fix import, voilà. Cette fonction est incorrective pour l'implémentation d'un port du from qui manquait. Allez hop, vas-y. Exactement le système de faut que je réponde. Voilà, donc ça, si vous ne contrôlez pas, au secours. La route, ça a l'air d'être OK. Pourquoi pas? C'est OK, ça semble pas très mauvais. J'ai dit arrête d'utiliser NGIF, je suis allé voir ça, mais c'est pas bon. Donc ça, c'est vraiment piètre résultat. Il a corrigé ça, ce système-là a corrigé, donc ça, c'est cool. Il y a du code qui paraît à peu près juste ici. Donc ça, je trouve ça génial. On va arriver à la fin de cette Curious News, mais je voulais le montrer en détail. Voilà. Donc là, il y a des sources de données que tu utilisais.
Je suis allé voir. Et puis, c'est parti complètement en cacahuète. Il y a un système, par exemple, il a fait un from. Alors, c'est où? Je l'avais vu, voilà, il fait de l'async. Pourquoi de l'async? Bah non, moi, je vais faire HTTP client. Pourquoi tu parles là-dessus? On n'est pas en React. Donc, je suis allé vérifier ça et c'est parti n'importe quoi. Puis, à un moment donné, il était capable de construire une observable qui appelle une promesse. Bah. Je dis, mais pourquoi, quoi? C'était n'importe quoi. Donc, c'était un mélange assez horrible de code où on voit il n'arrive pas à intégrer tout ce qu'il faut. Voilà, là, on a http.get.toPromise. Le code qui sert à rien, en plus contre-performant, zéro quoi. Soit tu passes par les promesses. Soit. Donc ça serait à une personne qui développe, je serais allé au contraire dire, écoute, ça serait intéressant qu'on discute ensemble pour peut-être qu'il te manque de connaissances, peut-être qu'il y a des choses que tu n'es pas au courant, et déjà questionner qu'est-ce qui fait que tu as fait ce choix-là. Ces systèmes-là, c'est un outil, là, c'est le marteau qui tape mal, qui est rouillé, quoi. Il y a un problème. Alors, j'aurais dû être plus clair dans mes directives, évidemment, mais ce qui montre que si on n'est pas clair dans ses prompts, on peut avoir des erreurs très rapidement. Vous le savez, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois en tant que dev. Voilà, je lui dis, écoute, ça sert à rien, tu renvoies juste, corrige partout dans le projet. Voilà, ça je lui ai dit, tu devrais va revoir le code, le NI est banni. Et voilà, vous avez voilà, ce genre de choses, mais c'est pareil. Euh, mais ça, c'est si on veut un code plus propre. Hein. Ça dépend ce qu'on souhaite. Est-ce qu'on veut juste du vibe coding ou est-ce qu'on veut un code quand même qui... Et donc à la fin, il n'a pas réussi. En fait, ça ne fonctionnait pas. Tout à la fin, je vais continuer sur la correction des erreurs. Nous avons fait des progrès, mais il reste des problèmes à résoudre. Il y a des problèmes, il n'a pas du tout réussi. Et à la fin, il nous a fait des progrès, mais il reste encore des problèmes. Voilà, ces erreurs sont typiques de la phase finale de développement. J'ai adoré cette phase-là. C'est vraiment... J'ai corrigé. Hop, et je mets sous le tapis. Je mets sous le tapis. Oh punaise. Ah. Et ça, voilà, moi, un dev qui bosse avec moi, je dis non, t'as pas cette réaction à avoir. Un dev junior, oui, je comprends. Je comprends vraiment, surtout s'il y a la pression, si la direction, ça se passe pas bien, etc. Mais non, réagis pas comme ça. Elle répond à toutes les exigences. Oui, j'ai pas de l'exigence, ça doit tourner. Une fois les dernières résolues, nous pourrons déployer. Allez, et puis vas-y, nous avons terminé le déploiement. Et puis, ça fonctionne pas, mais ça me dit que ça corrige. Elle est prête à développer. Il y a des erreurs, prétendues SSR. Non, pardon, j'ai mal lu, pré-rendu. Ok, parce que ça c'est prétendu. Mais voilà, il y a des erreurs, mais vas-y, pour déployer, tu vas utiliser la commande, et puis tant pis pour toi. Ça fonctionne pas, j'ai tenté de développer, mais c'est ok, débrouille-toi. Voilà, donc c'est vraiment ce genre de choses hein, qu'il va falloir vraiment faire gaffe à l'heure actuelle, au mois d'avril 2025. À la limite, à moins de passer à des systèmes plus complexes comme les LCM, il y a mieux que d'aller checker les documentation officiels du framework. Ah, clairement. Mais clairement. Je te rejoins tout à fait. J'alerte là-dessus, je voulais voir Manus. Manus, c'est un cas, c'est un exemple, hein, c'était vraiment avec un prompt assez rapide. Manus, c'est vraiment, en plus, il est tout neuf. Manus, il a des résultats, j'en ai parlé il y a 3 ou 4 Curious News de là. Il n'est pas si élaboré que ça, les résultats ne sont pas si probants de ça, dès qu'on a des choses qui sont un peu plus complexes. Voilà, c'était une petite démo de fin hein, qui s'est passée ce matin. Ça a duré à peu près 2 3 heures. Tout le travail en tout, hein, 5 heures. Je crois que c'était ça, hein, je l'avais démarré tout au début. Je crois qu'en tout ça a duré 2 heures. Il y a 6 heures, ouais, 1 heure, 10h23. Non, c'est même ça, 1h30. 9h23. Et je l'ai fini à. Tatala, voilà. À 12 heures, donc si vous voyez, donc, il a fallu 3 heures. En 3 heures, j'aurais quasiment pu tout développer. Il y a que la partie OpenStreetMap qui manquait un petit peu de temps parce que ça fait longtemps que je l'ai fait. Tout le reste, j'aurais pu le développer. Donc là, dans ces cas-là, on est à peu près kiff-kiff quand on a l'expérience. Toujours pareil, quand on est junior, il manque de temps, évidemment. Ça paraît tout à fait probant. Donc, voilà. On peut avoir ce questionnement et ça amène toute la réflexion tout autour dont j'ai pu vous parler. On va terminer, donc du coup, cette Curious News sur ce petit point d'interrogation. Mais en tout cas, de voir qu'il y a quand même du code qui peut être bien fait et du code à travailler. Et merci, Nemes, pour ton retour. Mais oui, exactement. Ou pour apprendre, ou en tout cas apprendre à bien les utiliser, clairement. Je referai de toute façon des vidéos dédiées là-dessus, en tant que dev, de comment bien les appréhender, comment apprendre le MCP et tout ce qui s'ensuit. Merci beaucoup d'avoir été présente. Une Curious News qui a dépassé un peu, j'espère que ça vous va. Dites-le moi, ça vous va, un format d'1 heure, 1 heure et demie, hein, quand ça dépasse, entre 1 heure et 1 heure et demie. Si c'est OK pour vous, je ne sais pas si ça vous va. C'est vrai que normalement, j'avais prévu une demi-heure, 1 heure. Je l'ai fait un peu plus long parce que j'avais beaucoup de choses à dire hein, sur cette Curious News.
Qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi. Avant de vous laisser, moi je pars dans 10 minutes grand maximum.